Bonjour, j'espère que vous allez à merveille. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast MSN Talks. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche l'être humain de façon générale depuis la nuit des temps, qui est bien entendu la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous professeur Lkobash Nesrine, médecin, psychiatre, exerçant au service de l'hôpital universitaire Ibn Rushd. Professeur, مرحبا بك معنا. Allah يبارك فيك. Merci pour l'invitation. Comme vous le savez, on essaie de cibler surtout les jeunes étudiants, d'accord? On aimerait bien les inspirer. Donc, si vous pouvez juste nous donner un petit aperçu sur votre cursus universitaire qui vous a permis en fait de devenir médecin, enfin psychiatre. D'accord. Alors, moi, comme vous l'avez dit, je suis psychiatre, c'est-à-dire je suis professeure en psychiatrie, professeure assistante en psychiatrie au Oui. service de psychiatrie au CHU Ibn Rushd de Casablanca. J'ai suivi les études médicales, comme tout le monde, c'est-à-dire 7 ans de médecine générale. Par la suite, j'ai fait la spécialité. Je me suis spécialisée en psychiatrie. Et juste après, j'ai passé le concours pour devenir professeure assistante. Et c'est là où j'ai commencé à exercer autant que professeure assistante au service de psychiatrie. D'accord. Donc, on va essayer d'entamer en fait la compréhension de la santé mentale. Donc, j'aimerais bien vous poser une question très très simple. Comment on peut définir une santé mentale? C'est quoi être en bonne santé mentale? Et j'aimerais bien aussi avoir un petit aperçu sur les maladies mentales. D'accord. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'être en bonne santé, c'est-à-dire en bonne santé globale, implique être en bonne santé mentale. C'est-à-dire, la santé mentale est une partie bien définie de la santé globale. Et qu'est-ce que c'est être en bonne santé mentale? Ben, tout simplement, c'est avoir la capacité de penser, de ressentir et d'agir de manière à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs, on puisse, c'est-à-dire remplir nos activités de la vie quotidienne, sans que ces trois éléments, je répète, nos pensées, nos émotions et nos comportements n'interviennent comme obstacles par rapport à nos objectifs. Et donc, pour simplifier, c'était ce qui va être donc par la suite, pour répondre à votre deuxième question, ce que c'est la maladie mentale, ben si finalement nos pensées, nos émotions ou nos comportements deviennent un obstacle, deviennent une source de souffrance et nous permettent plus de fonctionner normalement. Et quand je parle de fonctionner normalement, c'est pas principalement fonctionner au niveau professionnel, mais fonctionner dans la vie normale. C'est-à-dire, si on est maman, c'est-à-dire prendre soin de nos enfants, pouvoir prendre soin de notre maison. Si on est étudiant, pouvoir interagir avec nos collègues, pouvoir aller au cours. Si ces trois éléments commencent à impacter ce fonctionnement, ben là, on a une maladie mentale ou ce qu'on appelle un trouble mental. D'accord. Et est-ce que le cerveau peut intervenir? Est-ce que ça peut être un outil de pensée? Genre, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière simple comment est-ce que le cerveau interagit pour justement être en bonne santé mentale? Bah, déjà, c'est très bien que vous avez vous avez posé la question comme ça parce que généralement, on a la tendance à comprendre que la maladie mentale ou le trouble mental est quelque chose qui va se situer au niveau de l'esprit. Alors que c'est très bien de poser la question comme ça. La maladie mentale est un dysfonctionnement, est une maladie qui touche un organe, comme les autres maladies touchent d'autres organes, et qui est le cerveau, ou de façon plus générale, le système nerveux. Donc, quand effectivement on a un dysfonctionnement quelque part au niveau du cerveau, ça va toucher encore, comme je vous ai expliqué, nos pensées, notre façon de voir les choses, notre façon de penser, nos émotions, notre façon de ressentir les choses, et puis par conséquent nos comportements. Donc, cher professeur, on a parlé de maladies mentales, des troubles mentaux. Donc, comment peut-on vivre au quotidien avec une maladie mentale et quels sont les réels défis à relever? D'accord. Alors, avant d'aborder ce sujet, je vais juste ouvrir la parenthèse. En général, on a tendance à ne croire dans la chose jusqu'à ce qu'on la voit. Exactement.
j'arrive à comprendre que effectivement la jarh. Oui. Tant que la chose est cachée, et comme je vous ai dit, la maladie mentale va toucher nos pensées, nos émotions et par la suite nos comportements. Donc, nos émotions et nos pensées, c'est quelque chose de caché qu'on ressent nous-mêmes. Alors, déjà, le premier défi par rapport à cette caractéristique de la maladie mentale, c'est déjà inhérent à la personne. Donc, moi-même, si effectivement mes pensées deviennent un peu anormales, mes émotions aussi commencent à me poser problème, est-ce que je suis capable de comprendre que ça devient problématique? Oui. D'accord? Donc, puisque je ne le vois pas, malheureusement, le premier défi, c'est déjà comprendre, prendre de la distance vis-à-vis de ses pensées, commencer à comprendre que là où je vois toujours que la moitié vide du verre, peut-être que c'est pas normal. Parce que, juste encore pour ouvrir une petite parenthèse, on a être triste ou commencer à voir des choses un peu négatives, ça fait partie de la normale. Mais si ça persiste dans le temps, et si ça commence encore, revenant à la définition, si ça commence à impacter notre fonctionnement, là, vous dites, à cause de cette façon de voir les choses, là c'est problématique. Donc le premier défi, est-ce que je serai capable de comprendre que ce qui commence à se passer en moi est pas normal? Et si je le comprends, est-ce que je suis capable d'accepter que c'est pathologique, même si je le vois pas, même si je la souffrance, me permettre que cette souffrance est légitime et aller demander de l'aide. Donc ça, c'est le premier défi, c'est inhérent à moi-même, à la personne qui souffre. Oui. Et puis le deuxième, malheureusement, c'est en rapport avec cette caractéristique. C'est par rapport à l'entourage, puisque je vois pas cette souffrance, puisque c'est pas encore objectivé à l'extérieur. Ouais. Et puis, malheureusement, la maladie mentale est encore très stigmatisée dans notre société. Donc, en plus de vivre avec ce fardeau, le poids où il a vraiment là, les autres me voient comme quelqu'un voilà, malheureusement. Donc, c'est deux défis. Relever un défi par rapport à moi-même, déjà comprendre que je souffre, il commence à y avoir un problème, je dois demander de l'aide. Et puis le deuxième défi, faire face au regard des autres, le poids ou le reste. D'accord. Et donc, quelle solution proposez-vous en tant que médecin? C'est-à-dire, si jamais on se sent, si on soupçonne qu'on devient malade, qu'on a un trouble mental, comment est-ce qu'on pourrait faire face? Quels sont les premiers gestes de secours, si je peux dire ça? Ben, je dirais qu'il faut aller voir un spécialiste de la santé mentale. D'accord. Il faut aller, effectivement, si on commence à ressentir ces deux caractéristiques, c'est-à-dire qu'il commence à avoir de la souffrance et que j'arrive plus à fonctionner comme ce que je faisais au début. Les tâches, peut-être parfois, je continue à remplir mes tâches, mais avec beaucoup de difficultés. De façon fluide, facile, ça me demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus c'est-à-dire de souffrance pour le faire. Donc là, peut-être qu'il faut aller consulter et aller voir un spécialiste de la santé mentale. Et si vous le permettez, est-ce que le fait de parler, ça peut apaiser un peu? Est-ce que l'entourage peut jouer un rôle dans ce problème? Alors oui, l'entourage, comme il peut être source de stress, de plus pour la personne qui souffre de maladie mentale, peut aussi être une source d'apaisement, une source d'aide et de soutien. Réhia, alors quand vous me dites est-ce qu'il faut parler, là je ne vais pas généraliser, il faut toujours parler avec son entourage. On ne connaît pas toujours l'entourage de la personne qui souffre. Si finalement l'entourage est un entourage qui va, quand vous allez parler, et il ne va qu'aggraver ses souffrances et donner un sentiment d'incompréhension, là je ne vais pas généraliser et dire qu'il faut parler à son entourage. Mais il faut aller consulter, il faut aller vers, c'est-à-dire des spécialistes ou tout simplement aller chez un généraliste, en tout cas, c'est-à-dire des professionnels pour demander si ce qu'on est en train de présenter et nécessite une prise en charge ou pas. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les maladies mentales, d'accord? Quelles sont les plus courantes? Et pourquoi sont-elles fausses? Surtout votre
Alors, votre expérience, surtout au niveau de l'hôpital. Voilà. je vais démarrer par la fin de la question, pourquoi elle s'en fausse. Oui. Et je vais revenir à la question qu'on a traitée au début, et quand on a expliqué que la maladie mentale est une maladie qui touche un des organes, et qui est le cerveau. Malheureusement, parmi les croyances qu'on a, c'est que la maladie mentale touche plutôt l'esprit, الروح. Oui. La personnalité, c'est une personnalité faible. ما عندهاش assez de force pour faire face aux difficultés de la vie et donc كتفشش. Donc parmi les croyances effectivement qu'on voit malheureusement qui compliquent la prise en charge des patients qui souffrent de maladies mentales, c'est ces croyances-là. Déjà, par exemple, par rapport à la dépression ou d'autres troubles comme ça, l'idée que finalement cette personne elle n'est pas assez pieuse, elle manque de gratitude vis-à-vis de l'khair li ataha Allah, et donc peut-être que on n'arrive pas encore à comprendre que c'est un dysfonctionnement au niveau de du cerveau qui fait que c'est plus fort qu'elle. C'est une difficulté à ressentir les émotions positives. On peut bien être pieux, religieux, croire en Dieu, exactement. Et puis d'autres croyances qu'on a, c'est de croire que finalement la personne elle va avoir un trouble mental, c'est une personne un peu maudite. Et donc c'est une malédiction. C'est et c'est comme ça que ça s'exprime. D'accord? Là, les croyances de tout à l'heure, les défis de tout à l'heure. Regardez, finalement, la maladie mentale en soi, c'est un fardeau, c'est vraiment un poids à porter. On me fait croire que c'est moi. C'est parce que moi, j'ai cette maladie. C'est vraiment quelque chose, c'est effectivement parmi les défis qu'on devrait relever par rapport à ces croyances-là. Et donc, ça, par conséquent, puisqu'on a des croyances comme ça, vous allez me dire, c'est quoi le problème? Alors, si on croit comme ça, c'est pas une maladie, c'est plutôt une faiblesse, c'est plutôt une malédiction. Donc, comment on va le traiter? C'est la malédiction à travers... De toute façon, Hachim Zian en soi. Mais après... Donc... Mais c'est... oui, bien sûr, je ne suis pas en train de critiquer par rapport à ça. Pas du tout. Mais c'est juste, c'est pas... Le traitement, il faut juste comprendre que c'est une maladie, donc c'est un dysfonctionnement au niveau d'un organe, et donc ça, effectivement, si je découvre que j'ai, je ne sais pas, une maladie quelque part, oui, pourquoi pas, c'est très bien, mais à côté, je vais prendre le traitement qu'on m'a prescrit, je vais me prendre en charge. On voudrait juste que, de manière similaire, les choses soient comprises par rapport à la maladie mentale. Professeur Kabel, quels sont les facteurs de risque des maladies mentales et comment on peut les prévenir? Alors, c'est une très bonne question, effectivement, déjà, de souligner que la maladie mentale n'a pas une cause bien définie, mais plutôt plusieurs facteurs. On est dans une conception de la bouteille. On dit plus qu'un nombre des facteurs de risque, plus je risque de faire la maladie mentale, ou là, je risque de ne pas la faire. Et donc, il y a 3 types de facteurs de risque. Le premier, c'est des facteurs de risque qu'on dit biologiques. Et donc, biologique, c'est les gènes. Déjà, on dit de l'hérédité. Des personnes de la famille qui souffrent de maladies mentales. Là, déjà, oui. Et puis, toujours dans le biologique, la constitution de mon cerveau, de mon système nerveux. Est-ce qu'il y a effectivement quelques faiblesses biologiques au niveau de ce système qui fait que je suis à risque ou non de faire la maladie mentale. Donc, c'est le premier type de facteur de risque. Par la suite vient ce qu'on appelle les facteurs de risque environnementaux, c'est-à-dire l'environnement l'éducation que j'ai reçue, les traumatismes, s'il y a eu des traumatismes au cours de mon enfance, des expériences de vie liées ils ont fait que finalement j'ai une vulnérabilité au niveau de ses émotions, de ses pensées. Et puis donc finalement vous imaginez avec moi déjà c'est d'abord les 2 tiers si j'ai effectivement les facteurs de risque biologiques et puis environnementaux, et puis vient par la suite des facteurs de risque qu'on appelle sociaux, c'est-à-dire les problèmes de la vie, des conflits interpersonnels, une séparation, un divorce, des problèmes au niveau du travail, chômage, des difficultés financières, pour des étudiants redoubler, avoir des... c'est des facteurs de risque qui finalement, imaginez avec moi, déjà et ils se sont rajoutés sur d'autres vulnérabilités déjà
pour faire déborder al-qara'a et exprimer la maladie mentale. Alors, je dis ça parce qu'en général, les personnes viennent nous dire que finalement, là, j'étais bien, et c'est après mon divorce, après mon échec, que non, alors oui, effectivement, c'est le facteur qui fait que vous avez décompensé la vulnérabilité. Quand quelqu'un est déjà chouïa khaoui, alors effectivement, ça allait donner de la souffrance. Mais la souffrance ne veut pas dire pour elle seule la maladie mentale. D'accord. Oui. Et donc, on passe à la deuxième question, la prévention. La prévention, il faut savoir qu'on a 2 ou les 3 types de prévention. Une prévention avant la déclaration de la maladie, ce qu'on appelle la prévention primaire. Là, c'est plutôt, pour tout ce qui est infectieux, c'est le vaccin. Comme je vous ai dit, la maladie mentale, on n'a pas une seule cause. Donc, plutôt de parler de prévention, on parle de promotion de la santé mentale. C'est-à-dire, on va expliquer aux jeunes, là, si on est devant une population d'étudiants, comment promouvoir, avoir une bonne santé mentale. Là, ce qu'on sait le plus, c'est que avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une activité physique. On sait très bien que l'activité physique a de bienfaits extrêmes pour la santé mentale. Oui. D'accord. Limiter, surtout, ça c'est très très important, c'est un message à retenir, limiter même pas limiter, éviter la consommation de substances, le tabac, l'alcool et les drogues. Généralement, les jeunes, quand ils sont stressés, c'est la manière la plus facile pour gérer le stress. Il faut savoir que c'est le plus facile, c'est-à-dire à court terme. Mais malheureusement, c'est la porte d'entrée. C'est ce qui va encore exactement. Voilà, donc c'est ce qui va effectivement aggraver. Si encore j'ai de la vulnérabilité, c'est ce qui va aggraver et par la suite faire que je fasse un trouble mental. Donc, le deuxième point, c'est expliquer les méfaits des drogues et des substances psychoactives de façon générale. Expliquer des manières de gérer le stress, par exemple l'activité physique, des activités plaisantes, aller faire des choses qu'on aime. Et puis il y a un autre type de prévention, c'est quand la maladie se déclare. Soit on dit que au début on va tout faire pour dépister la maladie à un stade précoce, expliquer à la population générale شنو la maladie mentale باش غير كتبدا يبانوا les symptômes كم بقاش نقول لا راه سي غيان عاوتاني هذيك ديال ما كنشوفهاش بعينيا donc non, aller consulter bien sûr un dépistage précoce va nous donner plus de chances d'avoir même si la maladie est là qu'elle soit de meilleurs pronostics. Ou là عاوتاني si la maladie s'affiche et là avec ses conséquences aider ses patients, ces personnes qui souffrent de maladies mentales, de se réintégrer dans la société avec leurs difficultés. Malheureusement, on a encore cette croyance et les aider, même avec leurs difficultés, à intégrer la société, à être acceptés dans la société. Si jamais, c'est bon, on a une maladie mentale, comment on peut guérir? Quels seront les traitements pour en fait, guérir de ce trouble ou là carrément de la maladie mentale? Alors, tout d'abord, je vais vous corriger le mot guérir. Oui. Alors, il faut savoir la maladie mentale ou la majorité des maladies mentales ont une évolution chronique. Le diabète, l'hypertension artérielle, c'est des maladies chroniques. Et quand on parle de maladies chroniques, c'est-à-dire l'évolution chronique, mais avec des hauts et des bas. Il y a des moments où la maladie va s'exprimer, il y aura des symptômes, ou il y a des maladies, elle sera stable. C'est la majorité des maladies mentales ont cette évolution. Donc on ne va pas parler là de guérison, mais plutôt de rémission. D'accord. C'est-à-dire les moments où effectivement la maladie est stable, je vais pouvoir, mais les pensées, les émotions et les comportements ne vont pas être un obstacle vis-à-vis des activités de chaque jour. D'accord. Les traitements, effectivement, il y a bien sûr des traitements pour la maladie mentale. Si vous voulez qu'on résume, il y a des traitements médicamenteux, spécifiques pour chaque trouble. Et la deuxième catégorie du traitement, c'est la psychothérapie. C'est ce qu'on appelle les ilaj nafsi, c'est des séances où effectivement, on va proposer à la personne qui souffre d'une maladie mentale des séances pour traiter, pour aller corriger si vous voulez, ou leur apprendre une façon de mieux gérer les pensées liées aux problématiques, les émotions et puis par conséquent les comportements.
Donc, avant de finir, donc on aimerait bien laisser un message d'espoir. Un message. Quel serait votre message, dernier message, surtout pour les jeunes étudiants? Alors, ce que je dirais, c'est que pour aller par étapes. Oui. Alors, les étudiants, finalement, c'est vrai que le parcours universitaire ou tout ce qui est la période après les études supérieures est une période assez stressante. C'est une période qui fait beaucoup de changements. Et donc, c'est normal, pour ne pas diaboliser, pour ne pas rendre tout ce qui est tout pathologique, pour ne pas pathologiser tout. Souffrir, gérer le stress, avoir des stresseurs, avoir des émotions négatives, c'est normal. Et donc là, je dirais, c'est mieux d'aller optimiser votre santé mentale en appliquant ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire une activité physique, vous entourer de personnes que vous aimez, avoir des activités plaisantes. Le cerveau qui brille de l'effort pour le plaisir, il le tire. On a tendance à regarder un film, consommer des substances, شي حاجة اللي facile. هذيك elle va nous soulager à court terme داك الوقت. ولكن par la suite elle va contribuer à notre souffrance. Gardez en tête que le cerveau qui brille vraiment il دير l'effort باش يحس براسو مرتاح. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une activité physique, donc la sensation de bien-être après l'effort, c'est vraiment le cerveau il fonctionne comme ça. Il aime faire avec l'effort. Ou là par exemple de la dopamine que tu vraiment. Oui, c'est ça. Ou là par exemple après une réussite, le bac. C'est vrai que des comme l'adab, mais une fois on ressent le résultat de l'adab les 12 ça n'a pas de prix. Exactement. Ben effectivement, là, le cerveau, on a tendance à finalement je suis stressée, une télé, mais malheureusement à long terme ça nous aide pas. Donc pour gérer votre stress, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire faites de l'activité physique, faites des activités plaisantes, essayez de trouver quelque chose qui vous fait du bien. D'accord? Et puis si avec tout ça, ça ne marche pas, et rappelez-vous le message si finalement la façon ديالي باش كنفكر باش وليت ولاو لي بونسي ديالي بحال دائما غاديين في لا ميم داكشي مشبك لي زيموسيون ديالي حتى هما وليت دائما داك الخلعه بزاف دائما لا تريستيس دائما لا كولير وهذا الشيء ولا ما كيخلينيش نقرا بحال اللي كنت وليت معصب ما كنقدرش نبقى مع صحابي وليت دائما ساد على راسي لا فامي كنت كنبغي نجلس معاها والو حتى حاجه ما بقيت ديك الساعه راه نورمالمون جو سوي سانسي مو دير بلاتي راه ما نتسناش نشوف الجرحى قدام عيني. Là, effectivement, il y a un problème et peut-être que je dois consulter, je dois voir un spécialiste de la santé mentale. Professeur Bej, c'était un plaisir. Merci, un plaisir partagé. C'était un sujet très très intéressant. Je vous remercie pour toutes les réponses. C'était vraiment clair. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.